Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette émission politique qui sera consacrée aujourd'hui exclusivement au sommet arabe d'Alger. Le sommet arabe d'Alger a pris sa vitesse de croisière. Les ministres des Affaires étrangères arabes se sont succédés ce matin au Centre international de conférence Abdellatif Rahal à Alger, reçus et accueillis par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. La rencontre au niveau des ministres arabes a entamé ses travaux cet après-midi à huis clos pour pouvoir passer en revue et valider les recommandations élaborées au niveau du travail des experts et des responsables de haut niveau. Les dossiers seront examinés par les ministres pour validation, comme je le disais, et expertise de différentes questions abordées, en quelque sorte donc de dernière mise au point avant de mettre les dossiers sur la table des chefs d'État et de gouvernement arabes. Des dossiers récurrents, des dossiers délicats et d'autres plus lourds et plus graves. Ils seront évoqués durant les 2 jours de consultation. La question palestinienne, l'unification des factions, la sécurité alimentaire ou encore, et ses dangers sur le monde arabe, ou encore le stress hydrique, préoccupations et menaces, autant de dossiers sur lesquels le monde arabe doit se positionner. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde arabe ne fait, ou le sommet arabe ne fait que commencer. Pour en parler donc ce soir avec nous, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Monsieur Mohamed Barkouk. Vous êtes spécialiste en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons également par Skype depuis Alger M. Abdelkader Soufi, professeur des universités, versé dans les questions internationales, qui nous rejoindra d'un moment à l'autre, s'il n'est déjà avec nous, je pense. Alors, pour commencer avec vous, M. Mohamed Barkouk, le sommet, on est à J-2 pour vous dire, il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est un petit peu la dernière ligne droite. Alors, aujourd'hui, on a assisté à ce ballet diplomatique avec l'accueil de ces ministres, des ministres arabes qui ont été accueillis par le ministre algérien et chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Alors, est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, cet accueil, ces ministres qui sont venus en force, qui ont été présents, et des poids lourds, il faut le dire, ce n'est pas un prémisse de réussite, si ce n'est la réussite en soi de ce sommet? C'est absolument une réussite en soi, non pas seulement par rapport à la présence de ces poids lourds de la diplomatie arabe, mais surtout par la présence des 100% des pays membres de la Ligue arabe. 21 pays sur 21 sont présents dans cette réunion préparatoire, dans ces réunions préparatoires qui ont commencé déjà le mercredi passé, soit au niveau des représentants délégués de leur pays au niveau de la Ligue arabe, ou au niveau aussi du César, du Conseil économique et social arabe, mais aujourd'hui, par rapport à cette réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères. Deuxième point, ce qui est très important, c'est aussi par rapport à cette prémisse de convergence des points de vue, à suivre les allocutions du ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, de notre ministre des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue arabe pour dire qu'un consensus est déjà dégagé par rapport aux priorités de ce sommet. Politiquement parlant, c'est la Palestine, la question palestinienne, la centralité de cette question, la déclaration d'Alger datant du 13 octobre 2022, mais aussi et surtout cette volonté de créer des instruments qui vont assurer l'exécution de cette déclaration. On a vu dans ces 3 allocutions des références aux crises actuelles, la Syrie, la Libye, le Yémen. On avait aussi d'autres pays qui font face à des situations de fragilité, mais aussi à des risques. La Somalie, on a vu le Soudan et le Liban. Troisième point, c'est le point ou la volonté de créer les éléments fondamentaux d'une véritable intégration économique entre ces pays arabes. Cette notion de la grande zone de libre-échange, cette zone, oui, disons, douanière, mais aussi par rapport à une volonté de tirer des leçons, des conclusions des échecs précédents. On a vu avec monsieur le secrétaire général se focaliser sur le sommet, la réunion au sommet comme étant un instrument périodique, non pas seulement d'évaluation, mais surtout de prise en compte des mutations du contexte et de développer des nouvelles visions stratégiques qui seraient adoptées par tous les pays arabes.
Très bien. Monsieur Abdelkader Soufi, je ne sais pas si vous êtes avec nous. C'est la... Oui, alors, Monsieur Abdelkader Soufi, comme je le disais donc à notre invité Mohamed Berkouk, qu'il y a vraiment de beaux prémices de réussite de ce sommet donc, arabe ici à Alger. Non seulement, comme le disait tout à l'heure Monsieur Berkouk, de la présence des ministres arabes, mais également des déclarations qu'ils ont faites à leur arrivée et après leur rencontre avec Ramtan Lamamra, qui se disait donc très optimiste à ce sommet. Qu'en pensez-vous, Monsieur Abdelkader Soufi? Oui, d'abord, bonsoir à vous, professeur Mohamed, mon ami, et bonsoir à nos amis télé. Je le rejoins dans ce qu'il disait, mais surtout la présence de 21 États arabes au sommet veut dire que tout le monde est engagé et tout le monde veut que ça réussisse. Donc, parce que déjà, le fait que les 21 États soient présents, c'est la plus grande victoire, qui suit justement la déclaration des factions palestiniennes et qui tient pour feuille de route. Et justement, parce que durant la signature des accords, et l'exécution des accords ou de la feuille, donc c'est une feuille de route, l'Algérie et les États arabes doivent donc sont partie prenante. D'un autre côté, pourquoi donc les prémices sont là? Déjà que les points essentiaux donc qui attisent la curiosité de tous et de tout un chacun, les 3 points cruciaux, à savoir la question palestinienne, à savoir l'intégration économique et sociale et la gestion des crises au sein des pays arabes. Donc avec une vision, on va chercher, on va dire, avec une nouvelle approche, une vision arabo-arabe. Et comme disait donc M. Ramtan Lamamra, il est temps de voir une nouvelle façon de régler ces problèmes. Déjà, je crois que l'engagement des chefs d'État, bien avant des réunions des commissions techniques et des hauts responsables et celles des ministres des Affaires étrangères, se sont engagés à respecter les outputs de ce sommet, à aider à ce que ça réussisse. Ensuite, je crois que tout le monde est condamné à ce que ça réussisse. L'ensemble des pays arabes, si on compose avec le réel politique et ce qui se passe autour de nous, la crise ukrainienne a démontré que cette fin de transition entre un monde unipolaire vers un monde multipolaire, sans leadership, sans hégémonie, mais plutôt qui appartient aux coalitions. Les États arabes sont devant une opportunité à saisir. Et je crois que ce qui donne le plus à ces prémices de cette réussite, ce sont les déclarations, ou on va dire la position de l'OPEC+, qui a décidé de diminuer sa production de moins de 2 millions, donc de 2 millions de barils. Et cela explique qu'il y a une opposition de force et que finalement l'Occident, les États-Unis d'Amérique ne pèsent plus et ne font plus fort. Et ça rejoint un peu les rapports du NIC, National International Intelligence Council, en 2004, qui prédisait justement ce changement de rapport de force de l'Ouest vers l'Est et vers le Sud, et que ce monde va appartenir plus aux coalitions et aux rapports de force. Je crois aussi la crise ukrainienne nous donne que finalement l'Union européenne va finir par se disloquer et que l'Europe va finir comme l'a été après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle sera totalement acquise aux États-Unis d'Amérique, qui vont essayer de chercher une place dans le Gotha mondial prochain, et que justement le monde arabe puisse
remplacer cette Union européenne et avoir une position parmi les 4, 5 dominations mondiales. Et c'est une opportunité avec le potentiel qui existe réellement. C'est un espoir, c'est une vision, mais l'Algérie a fait tout ce qu'il faut pour réunir les conditions pour que ça se passe. L'Algérie n'est pas l'Union arabe, elle est membre, et que ce sommet, il se tient en Algérie, mais les décisions appartiennent aux chefs d'État arabes et à ses responsables donc à différents niveaux pour réussir le challenge et pour aboutir à quelque chose qui fera honneur aux Arabes et qui fera une position pour les Arabes. Très bien, Monsieur Sofi, je crois que vous m'avez tendu la perche, donc je vais la saisir, Monsieur Berkouk. Effectivement, ce sommet arabe tombe, je dirais, à point nommé. Il faut dire que c'est après 3 ans d'absence en raison de la pandémie du Covid, 3 ans d'absence également où le monde arabe, aujourd'hui, peut-être ressent le besoin de se réunir et que l'occasion a été donnée par Alger. Absolument. Le monde arabe est plus vulnérable aujourd'hui qu'il y a de ça 3 ans. Il est plus vulnérable par rapport à de nouvelles menaces liées notamment au quotidien des Arabes, sa sécurité alimentaire. Elle est plus vulnérable par rapport aussi à ces mutations mondiales liées à des éléments accélérateurs comme ceux de la crise en Ukraine, notamment par rapport aux ramifications stratégiques de cette crise. On voit aujourd'hui un certain nombre d'orientations, de visions, de rapports prospectifs qui définissent notre région comme une région de compétition stratégique des grandes puissances. C'est pour cela qu'on voit dans l'allocution de M. Lamamra, du ministre des Affaires étrangères de la Tunisie et de celle du secrétaire général de la Ligue arabe, parler de ce contexte. Un contexte particulier, exceptionnel, avec un impact actuel sur la réalité sociale, économique de ces pays, mais aussi c'est une nouvelle prise de conscience par rapport aux besoins des pays arabes à développer une nouvelle formule pour leur action collective basée sur 3 choses. La solidarité, la mobilisation des ressources communes, le potentiel, et troisièmement, c'est le besoin de développer une vision stratégique sur le 20-30 ans qui doit se faire par à la fois des réformes profondes des mécanismes de la Ligue arabe, la création des conditions politiques et sécuritaires pour le développement de cette vision, résoudre la question palestinienne, résoudre les crises en cours, et troisièmement, c'est définir les relations que le monde arabe doit avoir à la fois avec ses voisins, mais aussi avec les acteurs à venir de ce monde. Je suis totalement d'accord avec mon ami Siad Kader pour dire que le monde est en mutation. En plus du rapport de 2004, il y a le dernier rapport datant du mois de mars 2021 qui préconise déjà et qui prédit un certain nombre de mutations par rapport à la distribution de la puissance mondiale, mais aussi par rapport à la restructuration du monde, avec l'émergence d'un certain nombre de pôles, la fin de l'illusion unipolaire des États-Unis, mais aussi l'extension de la puissance européenne vers le sud, donc vers la Méditerranée du Sud, donc c'est la région arabe, cette volonté américaine de préserver le couloir stratégique par le monde arabe et la volonté de la Chine de créer des passerelles économiques par la route de la soie et la Russie qui veut aussi avoir une présence dans cette région. Donc on est dans une situation où on a besoin d'être plus vigilant par rapport à à cette transformation, mais aussi être plutôt proactif en matière de choix stratégiques. Très bien, Monsieur Berkouk. Monsieur Abdelkader Sofi, ce sommet arabe qui se déroule à Alger aujourd'hui est un peu particulier parce qu'il se distingue un petit peu des autres sommets précédents. Il se distingue parce que justement, il est revenu après quand même 3 ans d'absence, parce qu'il a réussi à faire ce que beaucoup d'autres sommets n'ont pas réussi à faire, à savoir en marge des travaux. Il y a eu également la réunion préparatoire qui a réussi un petit peu à unir les factions palestiniennes
palestinienne, 14 en tout, n'est-ce pas, Monsieur Barkouk? C'est 14 factions, donc, Absolument. vous confirmez? Et donc, ce n'est pas un travail, c'est un travail colossal, ce n'est pas rien. 14 factions qui se donnent la main aujourd'hui. Il s'agira d'accompagner ces factions, justement, à mettre en œuvre les déclarations ou les clauses qui sont venues dans les déclarations d'Alger. C'est l'occasion, selon vous, pour que les pays arabes présents aujourd'hui puissent prendre ça en compte? Je le pense, oui, mais comme vous disiez, donc, ce sommet vient dans une conjoncture particulière et cela me fait rappeler que tous les sommets qui se sont tenus en Algérie ont eu quelque chose de particulier. 73, il y avait la guerre de 73, mais aussi l'introduction de la Palestine par l'Algérie donc à l'ONU et l'appel vers un nouvel ordre mondial économique. 88 qui a coïncidé avec la perestroïka en Europe de l'Est et les grandes mutations, la fin d'un monde de menaces grandissantes envers l'Algérie au moment où les capitales arabes ont refusé d'accueillir le sommet palestinien qui a vu la déclaration de la naissance de l'État. Au même titre, cette fois-ci, donc le monde est en ébullition, il vit une situation des plus troubles, donc un avenir incertain, à la limite de la rupture, aussi donc des menaces ça et là. Un monde arabe qui a connu lui aussi donc les différentes crises, on va dire des crises multidimensionnelles et différentes que celle de la crise pandémique, la crise financière et la crise économique, quand bien même aujourd'hui, je crois que les pays arabes ont cette possibilité de participer grandement à un développement assez rapide quand on voit les réserves de change des États arabes rassemblés ensemble qui font à peu près le 1000 milliards, quand on voit le potentiel des banques arabes et leur investissement à travers le monde à plus de 3000 milliards aussi. Donc le potentiel humain, quand on le conjugue avec le potentiel africain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce prolongement naturel des États arabes avec les États africains qui ont un score pratiquement commun et qui peuvent jouer quelque chose ensemble. Ça nous donne à peu près presque 2 milliards, on va dire 1,7 milliard d'habitants, mais la détention de plus de 60 à plus de 70% de toutes les réserves mondiales, que ce soit de l'énergie ou autre. Donc, tout cela, aujourd'hui, ce sommet doit alimenter un esprit différent, on va dire du panarabisme comme le panafricanisme, comme il est chez les peuples, on doit le voir chez les États. Les États arabes qui sont scindés, on va dire, en trois parties aussi. Donc, en deux parties, les pays producteurs d'énergie, donc qui est les pays riches, et les pays qui ne sont pas riches. Et entre les pays riches, vous avez les 4 pays donc, qui appartiennent à l'OPEP, qui sont l'Irak, l'Algérie, la Libye et je pense le Soudan. Mais vous avez les pays du Golfe aussi, qui les 6. Et cela compose quelque part des visions un peu différentes à l'intérieur de la maison arabe, mais cela n'empêche pas d'avoir une vision telle que ça a été pour l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne, à mon avis, c'est l'Europe. C'est elle qui a réuni, qui a supporté la réunification des deux Allemagnes. C'est elle qui a permis l'intégration des pays de l'Europe de l'Est. Elle a permis aussi donc la mise à niveau du Portugal et de l'Espagne et elle a sauvé l'Union européenne donc à travers la crise de la Grèce. Autant un potentiel qui représente la force grandissante de l'Union européenne à travers l'Allemagne, donc, chez les pays arabes, on a plus d'une Allemagne. Et on a le potentiel humain qui peut, aujourd'hui, la technologie, elle est possible à travers la numérisation. Autrefois, donc, il y avait une cassure entre le monde, d'où l'impossibilité d'avoir accès à l'intelligence, avoir accès à la technologie, à l'industrie. Aujourd'hui, c'est très possible.
Donc, et aussi, l'humain, il peut rivaliser et accompagner l'État. C'est pourquoi nous disons que les pays arabes aujourd'hui, ils sont dans une perspective qui leur permet de dire leurs mots et que, rappelez-vous, en 73, l'arme de l'énergie a servi à quelque chose, mais sans lendemain. Aujourd'hui aussi, on a vu que l'énergie était l'essence même de l'existence de la société moderne telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je crois qu'on doit prendre conscience chez les Arabes à travers ce sommet. On va dire que c'est une révolution pour nous dans les affaires diplomatiques et qui fera une révolution dans les affaires arabes. Monsieur Mohamed Berkouk, il faut le dire aussi qu'aujourd'hui, ce sommet se déroule dans un contexte qui n'est pas classique, qui n'est pas celui qu'on a connu par le passé, le monde arabe n'étant plus ce qu'il était, parce qu'il y a quand même eu des dislocations du monde arabe. Voyons ce qui a été fait en Irak, voyons ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, voyons ce qui se passe en Libye, au Yémen, pour ne citer que cela. Donc, n'est-il pas aujourd'hui très urgent, voire impératif, que les gens qui sont présents aujourd'hui ici, les pays arabes, prennent ça en compte pour faire front, pour faire face et surtout pour faire front sur les nouveaux défis. Le monde arabe a affaire à des nouveaux défis et la crise ukrainienne a dévoilé, si vous voulez, toutes les failles qui existaient mais qui étaient plus ou moins étouffées. Absolument. Le monde arabe, malheureusement, vit un certain nombre de fractures, non pas seulement conjoncturelles, mais sont plutôt structurelles. À voir les trois crises actuelles. La Libye, qui a commencé un certain 17 février 2011, a vu la Ligue arabe transférer le dossier de la Ligue aux Nations Unies le 12 du mois de mars. Et une résolution a été prise par le Conseil des Nations Unies le 17. 2 jours plus tard, c'était pratiquement l'entame d'une guerre sans objectif constructif dans ce pays. Il faut aussi dire qu'un des sommets de cette Ligue, en 2013, avait créé des précédents très malheureux par rapport à la Syrie. Le remplacement de l'État syrien par le collectif des mouvements d'opposition, mais aussi une volonté d'armer une faction, l'armée syrienne libre. On a vu un sommet de 2015 créer les conditions pour une ingérence armée au Yémen. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une véritable prise de conscience par rapport à trois choses. Le besoin de préserver et de consolider les souverainetés arabes, notamment par la non-ingérence dans les affaires des pays. Deuxièmement, c'est le besoin d'avoir des mécanismes de résolution des conflits interarabes pour arriver à des solutions à des crises actuelles. La Syrie, le Yémen et la Libye notamment. Troisième point, c'est un point qui est très important, c'est que le monde arabe, avec ses fractures de plus en plus importantes, risque essentiellement de vivre des moments qui ne sont pas très constructifs avec ces mutations mondiales. Et c'est pour cela que nous espérons qu'après ce sommet, parce que pour moi le sommet, ses résultats sont déjà presque connus, et sont visibles. Donc, on vit le monde arabe aussi ici depuis quelques jours. Donc on voit les prémices de ce succès. Mais il faut dire que pour le mandat d'une année de l'Algérie, il y a beaucoup à faire. Le premier, c'est la question palestinienne. Il y a déjà un capital important à mettre en valeur. C'est la déclaration d'Alger. C'est accompagner les frères palestiniens à faire leur partenariat politique, à faire le renouvellement de leurs institutions et arriver aussi à créer les conditions d'une paix durable. Deuxièmement, j'estime que 2023, donc après ce sommet, la crise libyenne pourrait essentiellement être résolue avec cette volonté algérienne de trouver des solutions interlibyennes par un dialogue politique inclusif et sans ingérence étrangère. Troisièmement, c'est la chose la plus importante, on a vu dans les différentes déclarations, c'est cette confiance renouvelée des pays arabes par rapport à l'importance de donner une chance à la Ligue arabe par plus de réformes et surtout par plus de proaction. Oui, alors puisqu'on parle depuis tout à l'heure des déclarations des ministres qui sont donc venus en Algérie, on a vu que les déclarations versaient
toutes à peu près dans le même sens, puisqu'ils étaient tous assez contents d'être en Algérie, mais ils étaient également surtout contents que l'Algérie ait pris cette initiative. Et je rappelle la déclaration de Ahmed El-Gerandi, le ministre des Affaires étrangères tunisien, et je cite ce qu'il a dit hier lorsqu'il a été reçu par le ministre algérien Lamtan Lamamra. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont différents et variés. Nous devons donc par conséquent changer et évoluer avec ces derniers. C'est ce qu'on disait, les défis ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus les défis classiques. Nous devons trouver aussi d'autres moyens d'affronter ces défis. Donc il faut absolument renouveler les mécanismes, parce que je crois que les mécanismes d'antan sont un petit peu vieillis. Et puis le monde est en train de changer et nous devons aussi, en tant que Ligue arabe, dit le ministre, de changer en fonction de ces nouvelles donnes afin de pouvoir défendre nos intérêts. Autre chose, il conclut, l'Algérie est au rendez-vous et le restera pour défendre ses causes, que ce soit au sein de la Ligue arabe ou bien à l'extérieur. Et je pense que l'Algérie l'a prouvé à maintes reprises et à plusieurs occasions. Monsieur Abdelkader Soufi, il y a aussi plusieurs dossiers qui ont été, si vous voulez, examinés. Parmi les dossiers capitaux qui ont été examinés, il y a la question de la sécurité alimentaire. Alors bien sûr, ce n'est pas une question politique, me direz-vous, mais je pense que la question alimentaire est très politique, puisque quand on maîtrise sa nourriture, quand on maîtrise justement la production et l'autosuffisance, on maîtrise également sa souveraineté. C'est une question primordiale, n'est-ce pas, monsieur Abdelkader Soufi? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais partons d'un principe simple. Vous savez que l'Algérie, en réalité, n'a pas besoin de la Ligue arabe pour subvenir à ses besoins ou pour exister dans la vie politique internationale. Aujourd'hui, elle a cette possibilité d'intégrer donc d'autres groupes peut-être économiques plus importants, tels que le BRICS, qui vient de, on va dire, de la philosophie même de la naissance de l'État algérien, que de subvenir aux frères, aux amis. Et à partir de là, du moment que le potentiel existe et la possibilité de suivre les tendances de développement mondial plutôt, et que par conséquent, on peut s'ouvrir à des marchés, on va dire, inter-arabes de produits de première nécessité qui permettent aux populations d'abord donc de subvenir à leurs besoins de la façon la plus simple et la plus humble, mais aussi pour aider des pays comme la Tunisie, comme le Liban, à outrepasser les crises qu'elles connaissent, et que il est inconcevable que le développement et l'investissement arabo-arabe, il est moins de 10%, entre 6 et 10, alors qu'il est immense à travers le monde, dans les Amériques, en Asie et en Europe. Et pourquoi pas ne pas voir justement ces capitaux en Arabie, donc dans les pays arabes, qui permettent un développement et un taux d'intégration assez conséquent. Pour nous, moi je dis aussi, il y a un autre problème d'interéchangeabilité de produits arabes, et ça pose aussi problème par rapport à l'origine du produit, sachant que, par exemple, le produit algérien va trouver une grande compétition ou une compétitivité par rapport aux produits asiatiques qui sont commercialisés par certains pays arabes qui sont des pays de transit. Tout cela nous donne cette vision d'abord pour laquelle a parlé donc en développant le ministre tunisien, mais aussi l'approche algérienne qui cherche une nouvelle approche. Une nouvelle approche, cette approche, elle doit être politique d'abord. Et ensuite, elle peut être économique et sociale. Politique, c'est outrepasser les freins et les obstacles qui ont jusque-là empêché la Ligue arabe d'avancer et d'avoir une réelle unité. Donc, passer de la pensée de Ligue qui rassemble les États arabes dans un sommet, une conférence sans lendemain, à un sens d'unité réelle dans l'action où, justement, la souveraineté nationale ne s'opposera pas avec la souveraineté régionale. Vous savez, je donne toujours l'exemple par l'Union européenne,
quand bien même en Europe, vous avez la locomotive économique qui est l'Allemagne et politique qui est la France et qui garde jalousement son droit de veto et qui ne veut pas peut-être le céder à l'Union européenne, et que à un moment, l'Union européenne a trouvé ses repères et le moyen de composer avec les souverainetés nationales. Bien au contraire, elle a permis aux États d'adhérer et avoir une vision de plus en plus commune, de plus en plus intégrée. C'est cette possibilité que nous pouvons avoir et très vite, du moment que l'intérêt commun ne s'oppose jamais à l'intérêt national. Bien au contraire, parce que ce sont des leurres aux yeux des décideurs qui voient le contraire et qui sont justement des fois dans leur prise de décision épris de la pression externe. Comme le disait Rosno, je pense que le professeur Mohamed pourra vous dire longuement sur les approches de prise de décision entre on va dire l'environnement interne et externe, notamment externe qui prévaut dans les pays arabes et qui a, entre autres, par exemple, les accords d'Abraham qui ont ligoté et lié certains pays dans leur action, non pas parce qu'ils ont voulu le faire, mais parce qu'ils se sont trouvés à un moment isolés. Et cet isolement et cette solitude a fait que certains États n'ont pas pu résister à la tentation et à la pression. Et aujourd'hui, je crois que la déclaration de la Palestine d'Alger, des factions palestiniennes, donne à réfléchir à certains pays. Oui. La position de l'OPEP est aussi la même chose, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser. Oui. Très bien, Monsieur Abdelkader Soufi. Monsieur Mohamed Berkouk, alors je le disais, la question de la sécurité alimentaire aujourd'hui est une question vraiment capitale, centrale, qualifiez-le comme vous voulez, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est importante dans la mesure où ce n'est plus une question juste d'économie, mais il s'agira d'une question de souveraineté dans l'avenir. Et la crise ukrainienne, justement, nous l'a dévoilé parce qu'aujourd'hui, on a vu que les pays arabes étaient à majorité tributaires, justement, ou dépendants du blé ou des céréales ukrainiennes et russes. Alors, à quand une stratégie arabe commune pour pouvoir, une sorte de grenier, disons-le, arabe? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que pragmatiquement c'est fonctionnel? Parlons politique, parce que c'est aussi une question de sécurité nationale. Le passé nous enseigne que le monde arabe, un certain nombre de pays arabes ont connu des révoltes du pain. Le Maroc 78-81, on a vu avec la Tunisie, avec la Jordanie, avec l'Égypte. Donc il y a des précédents. Deuxièmement, on a vu, il y a des statistiques assez alarmantes. Le monde arabe a pratiquement 5% de la démographie mondiale. Elle ne produit que 2,5% de la production mondiale des céréales. Elle dépend en moyenne de 60% de ce qu'ils consomment des importations de ces pays. Mais un certain nombre de pays consomment pratiquement plus de 60% de produits en provenance de l'Ukraine et de la Russie. Deuxième point qui est un point très important. En 2005, il y avait une proposition algérienne de créer ou développer une stratégie de sécurité alimentaire. Ce qu'on a vu en 2007 au sommet de Riyad, donc une stratégie arabe de la sécurité alimentaire 2030. On a vu le mois d'avril passé une réunion de l'organisation arabe de développement agricole plutôt, aussi proposer une stratégie pour un développement agricole durable. Malheureusement, il faut dire qu'aujourd'hui, nous consommons plus ce que nous importons et on est moins interdépendants par rapport à ce que nous produisons. Il y a 3-4 décennies, on parlait du Soudan comme étant un panier alimentaire du monde arabe. Aujourd'hui, le Soudan est divisé en deux suite au référendum du mois de février 2011 en exécution de l'accord d'Arusha. Le Soudan du Nord fait face à de multiples problèmes, insécurité, problèmes de cohésion sociale, mais aussi par rapport à sa propre sécurité hydrique. On voit aussi ces pays arabes, notamment ceux du Golfe, produire des stratégies d'indépendance ou de sécurité alimentaire en produisant les conditions
de propriété ou de concessions agricoles en Argentine, au Pakistan ailleurs. Ce qu'on voit dans cette approche algérienne de 2005, ou ce qui se dit aujourd'hui, et c'est aussi ici ou ailleurs, c'est qu'on doit créer cette convergence autour de trois choses. La terre, l'eau et la technologie et l'argent. L'argent, malheureusement, n'est pas distribué d'une manière égale, les terres aussi. Donc développer une stratégie de sécurité alimentaire doit se faire à la fois à l'intérieur, mais aussi sur le plan régional. Sur le plan régional, il y a deux grands défis. Le premier défi, c'est essentiellement le problème de normes, donc de lois qui doivent se converger entre ces pays. Deuxième point, c'est aussi un problème de volonté politique de ces pays qui ont de l'argent ou ceux qui ont des terres pour justement arriver à cet objectif. Effectivement, vous avez très bien fait de le signaler, M. Berkouk, parce que tout simplement, le monde arabe n'est pas absolument au même niveau. Il y a effectivement des pays émergents, il y a des pays qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas encore à lever la tête, alors qu'il y a d'autres pays qui ont quand même atteint un certain niveau de développement assez conséquent. Est-ce que M. Abdelkader Sofi, justement, il serait plutôt louable que les pays arabes aujourd'hui trouvent un terrain d'entente ou un terrain intermédiaire pour qu'il y ait un marché commun pour pouvoir aider, pour pouvoir financer des projets par les pays qui sont financièrement assez dotés et vers des pays qui le sont beaucoup moins? Je crois, je le disais tout à l'heure, aussi quand on se réfère aux différents rapports de l'Organisation mondiale du commerce, on se réfère à la Banque mondiale, aussi à l'ONU, tout cela donne une forme on va dire, de développement entre 3,5 et 5,4 dans l'ensemble des pays arabes, mais surtout, donc ça c'est une moyenne, mais ça va de 2,5 jusqu'à 9,3. Et là, on retrouve notamment l'Irak qui est en pole position, l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Koweït, les Émirats. Donc, ce sont les pays, on va dire, qui ont fait des réformes en plus de l'aisance qui est venue à travers la crise pétrolière et gazière et qui a renfloué les caisses, mais surtout parce que ce sont des États qui ont su investir à un moment dans différents secteurs hors hydrocarbures et qu'aujourd'hui, les retombées commencent à apparaître. Par contre, d'autres pays tels que la Tunisie, comme vous l'avez si bien noté et cité avec professeur Mohamed, et le Liban, ou bien le Soudan surtout aussi, donnent à réfléchir à la façon de gérer les affaires internes des pays arabes et que le potentiel est là. L'Algérie aujourd'hui est presque le panier agricole, alimentaire, on va dire, des pays arabes, puisque la majeure partie de la production agricole vers les pays arabes leur provient de l'Algérie. À un moment, on pensait que le Soudan pouvait être non seulement celui des pays arabes, mais du monde entier. Le potentiel, on le voit, il existe, il est là. Nous avons tous les ingrédients nécessaires à le faire. Ce qui manque, c'est la volonté, justement, des pays arabes de mettre la main dans la poche et investir directement et avoir une politique commune, surtout en matière de développement. Il faut avoir une politique commune, créer des structures communes, donc qui ne doit pas dépendre que, on va dire, des services agricoles ou du ministère de l'Agriculture de l'Arabie saoudite. Bien au-delà de ça, c'est avoir une vision commune, une intégration, une vision à la Ricardo, où on peut développer tel ou on peut développer tel produit en faisant, j'allais dire, une distribution des richesses à travers les pays arabes l'ensemble et permettre le mouvement de cette ressource humaine et des capitaux en plus du produit typiquement arabe.
Très bien, le message est passé. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, et on en a pris conscience, n'est-ce pas, Monsieur Mohamed Barkouk, aujourd'hui au sein du CIC, où les délégations arabes ont été accueillies, c'est que toutes ces délégations ont vraiment pris conscience aujourd'hui qu'il faut être un actant dans la scène ou le concert des nations et non pas se contenter d'être dans la passivité et de recevoir. Mesdames et messieurs, l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, on rétablit la liaison avec le studio central de Al 24 News pour le journal principal en arabe, celui de 20h, et qui vous sera présenté par Maïssa